Bienvenue sur le canal Trends Tendance. Du lundi au samedi, retrouvez nos podcasts quotidiens de décryptage à partir de 16h. Les informations boursières du Trends des marchés et le podcast Trends Bourse sont désormais disponibles sur le canal Trends Bourse. Abonnez-vous aux 2 canaux pour ne manquer aucun épisode. Bonjour à tous, bienvenue dans ce Trends Talk. Nous allons parler aujourd'hui de la capitale de Bruxelles, d'une fumée blanche, avec enfin un gouvernement après une crise historique, un budget aussi, des difficultés et des envies d'avancer. On reçoit pour ça quelqu'un qui va jouer un rôle important, qui a déjà joué un rôle important. Dirk De Smet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ministre du budget, c'est pour ça que je dis que vous avez un rôle qui va être clé, qui l'a déjà été. Vous êtes d'un parti qui a changé de nom aussi, qui s'appelle aujourd'hui Anders, qui était l'Open VLD, libéral flamand. Pour commencer, évidemment, vous sortez d'une période qui a été intense, mais enfin avec un gouvernement. J'imagine que ça doit procurer un soulagement important, non ? Quel est votre sentiment aujourd'hui ? Ben oui, c'est clairement un soulagement après 600 jours, finalement. 613, je crois, oui. Oui, même plus, oui. Avoir une nouvelle équipe qui prend cette région en main et qui commence vraiment à faire le travail qu'on attend depuis longue date, un travail de réforme, un travail mis en ordre de ses finances publiques, avec des nouveaux gens autour de la table. Oui, ça donne beaucoup d'énergie et envie de finalement arrêter de travailler dans les marges, mais vraiment prendre les choses en main. Et qu'est-ce qui a fait que ça a été possible ? On dit que vous avez peut-être joué un rôle, en tout cas votre parti, vous, avec les socialistes francophones. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, ça a été possible ? Je pense que pendant ces 600 jours, tout le monde a quand même fait un énorme travail. Tous les dossiers étaient là, toutes les pistes étaient creusées. Et à un certain moment, c'est le moment de prendre des décisions et de retrouver un peu le courage de faire le pas vers quelque chose qui pouvait fonctionner. Et mon rôle, moi j'ai toujours travaillé sur le budget, la nécessité de faire naître un budget 2026. Et j'ai toujours fait cela en bonne entente et en dialogue avec tous les partis. Ce qui fait qu'à un certain moment, bien sûr, l'avantage d'un budget, c'est que on est moins vite confronté avec des positionnements purement politiques, des égos. Pourquoi ? Parce qu'un budget, ça s'attaque vers une certaine rationalité, les chiffres. Et je pense qu'en faisant ce travail et à travers les discussions, pas uniquement avec moi, mais aussi entre acteurs, je pense que tout le monde a pu trouver quelque part la faisabilité que faire coïncider d'un côté un projet ambitieux pour cette région et mettre en ordre ses finances publiques, mais ce ne sont pas des choses qui doivent nécessairement être opposées l'un par rapport à l'autre, mais qu'on pouvait réunir ces deux conditions et réussir en fait une nouvelle majorité. Et vous avez beaucoup travaillé avec Ahmed Laouech dans ce cadre-là, parce que lui aussi il aime les chiffres, parce qu'il avait des fonctions importantes au Parlement, donc est-ce que ça a joué un rôle aussi ce tandem-là, j'allais dire ? Oui, ça a certainement joué un rôle. On avait déjà fait naître une certaine confiance réciproque quand moi je suis monté comme ministre. Le mois d'octobre, c'est ça. En octobre, et il jouait en fait pas uniquement le rôle de leader politique du PS, mais aussi le président de la commission. On a dû travailler ensemble pour veiller que ces derniers mois de l'année 25, on pouvait franchir les caps, pas uniquement pour exécuter le budget correctement, mais aussi déjà faire un grand pas dans l'assainissement des finances publiques. On a aussi collaboré ensemble avec les autres partenaires dans la coalition Affaires courantes pour introduire un nouveau dossier auprès de Belfius pour avoir le financement nécessaire et éviter ce shutdown. Et là, je pense qu'en effet, on a pu construire en bonne entente aussi avec les maires, les fondements qui ont
permis quelque part de retrouver une certaine dialogue politique, mais aussi un dialogue alentour d'un nouveau projet pour la région. Et est-ce que le fait que les difficultés budgétaires risquaient de devenir plus graves, qu'il y avait peut-être des acteurs qui ont des problèmes de financement, est-ce que ça aussi a joué un rôle, une urgence quelque part qui s'est imposée en ce début d'année ? Oui, certainement, et je pense que c'était aussi un grand levier pour mettre un peu de confiance dans le chef de tout le monde. C'est au moment que, face à des vraies difficultés, que même des institutions qui sont structurantes pour la région, si à ce moment on constate que certaines sont prêtes à prendre leurs responsabilités dans l'intérêt régional, que ça fait naître quelque part une dynamique, un sens de sérieux, un sens d'intérêt commun et général avant les intérêts particuliers, ce qui a fait quelque part à ce moment, on dit le motard t'a pris, quoi. Ça, c'est clair. Est-ce que le lien avec les banques, parce que j'ai entendu que vous avez parlé assez rapidement après la conclusion de l'accord, vous avez dit, c'était sur BX1 si je ne me trompe pas, vous avez dit on a déjà un contact avec une banque qui est prête à nous renouer une ligne de crédit, 250 millions si je ne me trompe pas. Exact. Vous n'avez pas dit le nom de la banque, je ne sais pas si vous pouvez le faire maintenant, mais est-ce que ça aussi c'était un élément où il fallait rapidement remettre de l'ordre? Oui, clairement. Grâce à cette nouvelle ambition fin de l'année dernière, on a pu faire le strict minimum pour éviter ce shutdown. Mais c'est bien sûr pas suffisant. Une région comme la nôtre a besoin de plus de perspectives. Et nous avons toujours eu des contacts avec le monde financier large pour voir quels sont les éléments qui sont structurants quelque part pour renouer cette confiance dans la région et convaincre bien sûr les banques mais aussi d'autres investisseurs de continuer à financer la région. Et un des éléments structurants était clairement un budget avec une perspective d'équilibre à court terme, mais aussi un projet et un gouvernement en plein exercice qui était prêt à mettre cette ambition en œuvre. Et c'est clair que dès que l'annonce était faite, à ce moment, mon téléphone a commencé à sonner pour dire, écoute, maintenant, les travaux préparatoires, on est prêt à les mettre dans des commitments concrets. C'est signé, là, maintenant? C'est pas encore signé, mais... Vous ne pouvez pas encore dire qui c'est. Je peux pas encore le dire, je dois encore saisir le gouvernement avec le dossier final et... Je pense que c'est important de respecter les instances. Mais en tout cas, les nouvelles sont bonnes. De ce point de vue-là... Il y a un accord de principe clair pour, en effet, rouvrir une ligne de crédit de 250 millions d'euros qui est important dans la structuration de nos finances régionales. Alors, on se demande un peu quel est le miracle bruxellois, parce que Georges-Louis Boucher, le président du MR, a dit on était nulle part, maintenant on va devenir les meilleurs élèves de la classe. Retour à l'équilibre en 2029, en travaillant, si je ne me trompe pas, 80% sur les dépenses, 20% sur les recettes. Il y en a déjà qui disent mais comment ils vont faire sans faire mal? Vous avez une baguette magique? Non, c'est certainement pas une baguette magique et c'est pas non plus un miracle. C'est du travail sérieux. Nous avons pris le temps de détailler tout cela dans un cadre pluriannuel. Et oui, un des éléments était d'un engagement de tous les partis de travailler dans des balises claires. Un objectif d'équilibre budgétaire en 29, une répartition recettes-dépenses en termes d'efforts qui n'était pas en permanence quelque chose sur lequel on pouvait faire une nouvelle négociation. Non, ils étaient clairs dès le début. C'est bien 80-20, c'est bien ça? C'est bien les 80% 80-20. Ouais. Aussi un accord clair que si... Pendant ces 3 ans, il y a une déviation, qu'on respecte cette répartition-là. Et on s'est mis d'accord sur une méthodologie pour suivre, pour faire en fait un monitoring permanent de cet exercice. Voilà.
tous ces balises-là étaient importants parce qu'une fois qu'ils sont décidés, vous pouvez réellement rentrer dans le vif du débat, c'est-à-dire prendre dossier par dossier et objectiver quelles sont les interventions qui sont envisageables. On a mis beaucoup en avant la restructuration de l'administration, cette fusion de structures parfois qui faisaient la même chose, l'idée qu'on ne remplacera pas un certain nombre de départs, etc. Mais est-ce que ça suffira ? Est-ce qu'on a mis ça comme symbole, mais est-ce que ce sera la plus grande part du travail ? Mais c'est une grande part du travail, pour être clair. C'est le non-remplacement fait que tu peux faire cette transformation de cette administration vers une administration qui est plus efficace et plus efficiente d'une façon structurée. Les départs sont clairs, tu as une variation en termes de départ naturel, mais ça te permet quelque part, dans une entente et une pacification sociale, de réaliser cet objectif qui est un objectif qu'on porte tous, c'est veiller que ces services publics sont plus efficaces et plus efficients, écoutent moins. Ça, c'est un élément. Un deuxième élément, bien sûr, c'est en effet oser arrêter des doublures, couper dans des structures. On a surtout évité de couper dans les qualités de services publics et ce que les gens sentent réellement, mais vraiment travailler sur les structures, créer aussi une meilleure entente entre communes et ce niveau régional et dans lequel on va faire des vrais choix qui est censé à faire quoi et de quelle façon, ce qui fait qu'on réduit quelque part la valeur de l'appareil. Et si vous faites cela de façon systémique, tu peux faire en effet des grands pas à très court terme. Mais il y a des choses qui ne se feront plus. Bon, on a parlé du métro 3 qui va quand même être un peu revu dans ses perspectives, une partie qui va être gelée pendant 10 ans. Est-ce que ça veut dire que vous dites aussi aux Bruxellois, il y a des choses qu'on ne fera plus ou qu'on fera différemment ? Oui, clairement, on va faire un nombre de choses qui sont pas suffisamment rentables ou qui n'ont pas créé les effets souhaités. Cela, on va arrêter. En revanche, on va faire des nouveaux investissements dans des secteurs dans lesquels on sait, il y a là des vrais retours, soit des retours économiques, soit des retours sociaux, et on va surtout gérer cette région un peu plus intelligemment, un peu plus efficacement, ce qui veut dire que, oui, ces réformes vont avoir un impact, mais surtout un impact sur les structures. Ça veut dire aussi qu'il y aura par exemple des aides qu'on va arrêter si elles n'ont pas l'impact voulu, on va revoir en fait un peu le dispositif aussi de ce que la région dépense, j'imagine. Exactement. Ouais. Et pour vous donner un sujet dans lequel, c'est clairement mis dans le DPR, on connaît tous le problème de sans-abrisme et le problème des drogues au sein de la région. Mais là, on a dit, écoute, dorénavant, au lieu de disperser les moyens, on va les mettre tous à travers un acteur dont on sait qu'il gère efficacement ces sujets. On va mettre le financement par rapport à des objectifs à atteindre et on doit arrêter quelque part, disperser les moyens budgétaires et on doit les centraliser pour qu'ils rendent le plus vite que possible l'effet souhaité. Même chose au niveau, par exemple, le plan spécifique alentour des gares. On sait que les deux gares nord et sud sont des leviers importants pour à la fois l'activité business que pour l'activité touristique, pour les nafteurs, les nettoyer va avoir l'effet que pas uniquement l'image de la région s'améliore, mais aussi le moteur économique commence à nouveau à tourner. Hein? Et c'est en faisant des choix pareils que tout cela est possible. Vous avez aussi décidé de cadeaux fiscaux. Quand je dis cadeaux, on se comprend, mais il y aura par exemple de nouveau une diminution des additionnels à l'IPP, si je ne me trompe pas, et une augmentation du plafond pour l'abattement. Voilà. Donc ça veut dire que quoi, c'était possible ou qu'il y a là aussi un objectif. On sait par exemple qu'à Bruxelles, un des objectifs, c'est de
de réattirer, ou en tout cas d'empêcher que les classes moyennes, les revenus supérieurs ou les entreprises ne partent. Est-ce qu'il y a aussi un signal qui est donné ? Mais c'est clairement un signal, ce ne sont pas des cadeaux fiscaux. Oui, quand je disais cadeaux, je disais entre guillemets. Hein, mais... il y a bien sûr plusieurs objectifs. Il y a un message politique, il y a un message économique et un message sociétal derrière ces initiatives. Premièrement, la région aujourd'hui a trop peu de propriétaires habitants. On est là loin en derrière par rapport à d'autres autres régions. Signifie que avoir ce signal de dire, écoute, deviens propriétaire, habite ta propre maison, c'est... Et paye tes impôts, du coup, là. Ouais. C'est un bon investissement. C'est un des objectifs pourquoi on a doublé le prime biome, c'est-à-dire une réduction sur le précompte immobilier pour ceux qui habitent et ont leur propre maison en région bruxelloise. Deuxième message, même idée, c'est la réduction de 1% sur les personnes physiques, l'IPP. Ouais. Pourquoi ? Parce que, le message doit être, ceux qui travaillent doivent quelque part mériter de ces nouveaux politiques, doivent retrouver une certaine capacité d'achat. Et oui, on veut en effet repositionner la région bruxelloise comme une région qui est attractive pour la classe moyenne, pas uniquement pour que la classe moyenne reste, mais aussi pour attirer la classe moyenne. Pourquoi ? Parce que si on veut développer des politiques ambitieuses, il nous faut aussi une base fiscale suffisante pour financer ces politiques. Oui, parce que certains experts ont dit, en fait, on parle beaucoup des problèmes de dépenses à Bruxelles, mais il y a un problème de recettes, c'est-à-dire qui est dû au fait que la population de Bruxelles a changé, que sa sociologie y contribue. Donc là, c'est aussi une manière d'adresser cette question-là, quoi. Exactement, mais pas uniquement ces mesures-là, parce que ce sont les mesures fiscaux. On prend aussi des mesures d'investissement. Nous avons fait un programme dans lequel on a identifié un nombre de secteurs qui sont porteurs de la richesse économique, mais aussi porteurs de la création de nouveaux emplois, dans lesquels on va investir pour qu'on crée à nouveau un vrai levier. Tout le monde sait que la région bruxelloise est le moteur économique du pays. C'est aussi un bassin d'emploi important du pays. Et là aussi, on a voulu mettre un peu d'huile dans ce moteur. Il y aura les zones franches aussi qui seront importantes, c'est-à-dire des endroits qui vont être prioritaires pour des installations économiques, par exemple. Oui, exactement. Et on a fait des choix pour que, quand on fait un investissement, que quelque part, ça fait naître une nouvelle dynamique économique. On va investir dans les ESL pour réaliser là un nouveau centre de congrès. On sait que créer un centre de congrès fait naître les commerces. En moyenne, quelqu'un qui passe dans un congrès dépense 800 € dans des magasins, des magasins bruxellois, signifie qu'on fait, à travers cet investissement, une dynamique économique pour les hôteliers, pour les restaurants, et pour le tourisme aussi, et pour quelque les magasins. Part. Ouais. Le tourisme, par exemple, on va réaliser le projet Canal, on va veiller qu'ils peuvent être ouverts d'ici fin de cette année et peuvent aussi poursuivre son projet. On sait que là aussi, on fait naître un levier pour le secteur touristique. On investit aussi dans le logement social, avec un axe important sur la rénovation. En faisant cela, tous les secteurs du bâti, de la construction, retrouvent à nouveau un bulle d'oxygène. Et c'est vraiment à travers une stratégie dans laquelle on veille que des différents secteurs qui sont porteurs de la richesse, quand on essaye de remettre cette moteur en route. Votre président de parti a eu un échange avec le VOCA, qui est l'organe représentant le patronat flamand, qui disait, mais notamment pour ce qui est Vivaquois, Société du logement, Canal, en fait, on fait appel à des artifices comptables, c'est-à-dire, en gros, que les normes européennes, les règles européennes permettent de sortir ces investissements-là du calcul du déficit. Votre président de parti a dit, on ne fait qu'appliquer ce qui est possible. C'est ça, en fait, c'est que vous utilisez
quelque part les moyens qui permettent de réinvestir dans ces secteurs-là ? Oui, heureusement, dans une démocratie, des règles sont là pour être appliquées. On applique les règles. C'est un peu drôle d'avoir ces critiques-là quand on sait, comme je viens d'expliquer, qu'en fait, on investit exactement dans des secteurs et dans des sujets dont, en toute honnêteté, je pense que VOCA devrait être sensible. Il suffit d'écouter les exigences et les demandes légitimes de leurs membres pour comprendre, c'est exactement ça qu'on réalise. Le monde de la construction, le monde de l'ORECA, le monde de la tourisme, je pense qu'on est plein là dans leur public cible. Et voilà, je trouve que j'ai rien entendu d'eux au moment que d'autres entités, comme la région flamande qui a investi dans l'aéroport, j'ai rien entendu. Maintenant que la région bruxelloise fait quelque chose qui est relativement intelligent à faire, nous sommes critiqués. Bon. Est-ce qu'il y a un nœud ou un lien, je vais faire un lien qui n'est pas direct, mais bon, il y a une décision qui a été importante pour votre parti qui a été de laisser la NVA dans l'opposition. Du côté flamand, c'était quand même pas anecdotique. Est-ce que ça veut dire que ça va être plus compliqué ? Parce qu'évidemment, tant le gouvernement fédéral ne va peut-être pas vous laisser beaucoup de choses passer. Peut-être que quelque chose comme ça s'explique aussi en partie par ce choix-là. Est-ce que c'est un renoncement ? Et est-ce que vous risquez ça risque de créer des difficultés ? Mais je pense que mon parti, ni mon président de parti, n'a pas fait un choix contre quelqu'un, il a fait un choix pour. Pendant longtemps, ça a été un des éléments de blocage. Non, là, on a toujours fait le choix était toujours dans l'intérêt bruxellois. Okay ? La région, ça c'est le projet qu'on devrait faire réussir. Et c'est vrai, on a toujours estimé que faire cela avec le plus grand parti côté flamand, aussi le parti du Premier ministre, était quelque chose qui était plutôt malin à réaliser. Oui, d'autant plus qu'il y avait des décisions pas simples à prendre. Exactement. Les défis budgétaires sont importants, les défis institutionnels sont importants, les défis économiques sont importants, les défis sociaux sont importants. C'est beaucoup de défis. Et quand tu as beaucoup de défis, le mieux c'est de l'attaquer avec les partenaires les plus forts. Et la Flandre et le fédéral, ce sont des partenaires forts. Mais à nouveau, à un certain moment, quand vous constatez qu'il n'y a pas suffisamment d'appétit pour faire réussir le projet... La part du PS, en l'occurrence. Alentour de la région, et qu'après 600 et des jours, on continue à discuter de qui est autour de la table au lieu de qu'est-ce qu'on veut faire. Oui, à ce moment, il y a un moment où on dit, écoute, voilà, on fait les choix, et là, on a fait le choix dans l'intérêt régional, dans l'intérêt de ce projet bruxellois. Il faudra l'assumer peut-être parfois contre la NVA, contre le fédéral alors, ou bien vous réfléchissez pas comme ça ? Non, je réfléchis pas comme ça. À nouveau, ni mon président parti, nous sommes deux Bruxellois, deux vrais Bruxellois qui aiment cette ville, qui aiment cette région et qui estimaient vraiment que cette région méritait mieux et que tout le monde qui avait l'ambition d'améliorer la situation régionale d'ici 29 sont des partenaires, mais ceux qui ne veulent pas faire pour des raisons particrassiennes, pour des raisons de popularité, ne veulent pas rentrer dans cette ambition-là, à un certain moment, tu dois faire le deuil et d'avancer avec ceux qui veulent. Est-ce que vous dites aussi, parfois, on a parlé de mise sous tutelle, alors on sait que ce n'est pas possible en tant que tel, mais peut-être un accompagnement financier, par exemple. Est-ce que vous dites aussi, tiens, il est possible à un moment que si la situation de Bruxelles n'est pas favorable, qu'il y ait des discussions institutionnelles autour. Enfin, est-ce que la question de l'existence de la région, l'existence même de la région, est importante dans tout ce qui s'est passé ? Aucune idée, en toute honnêteté. Moi, j'ai jamais réfléchi comme ça. Je trouve que dans un état de droit, il y a des institutions, il y a des systèmes. Souvent, ils sont bien réfléchis. Raison pour laquelle, même après un blocage politique comme on l'a les institutions ont continué à fonctionner, peut-être pas toujours avec la vitesse et dans le sens que tout le monde a voulu, mais on a pu
continuer à gérer les choses convenablement. Et je pense que, voilà, le moment venu, si une nouvelle discussion institutionnelle doit avoir lieu, on va être là et défendre les intérêts et notre vision sociétale, ça c'est clair. Mais en attendant, je pense que c'est surtout une question de prendre la responsabilité et d'oser, quelque part, choisir dans l'intérêt régional et pas nécessairement dans l'intérêt personnel. Est-ce que les débuts de ce gouvernement, alors tout le monde a été soulagé, comme vous, qu'il y ait enfin un gouvernement, les premiers jours ont parfois été un peu compliqués, notamment il y a eu cette séquence à la télévision flamande où votre nouveau ministre-président Boris Diliès a répondu de manière un peu approximative en néerlandais. Est-ce que ça vous a posé un problème? Est-ce que vous dites, ça c'est quand même pas un super départ? Mais c'est pas un super départ, hein. Allez, soyons clairs, c'est tout à fait légitime même que je suis loin d'être parfaitement bilingue, mais au moins on a vu que vous l'êtes bien. Hein, oui, mais au moins être capable de s'exprimer et d'agir en deux langues, c'est quand même le minimum, ok? Bon, voilà. Je pense que le message est compris. Idéal est d'éviter, bien sûr, un couac pareil. Et d'y travailler maintenant. Il va y travailler, on va lui aider d'ailleurs, et on va surtout lui rappeler et être présent pour exercer, pour que ça s'améliore. Mais c'est loin d'être structurant. À nouveau, qu'il y a des critiques, je peux le vivre, je peux l'entendre, mais on est quand même loin du top priorité qu'on doit attaquer. Le top priorité qu'on doit faire maintenant, c'est déposer le plus vite que possible cette déclaration politique générale et avoir cette discussion parlementaire, de présenter un budget crédible qui reprend ses ambitions de réforme et avoir une dialogue avec les partis au Parlement pour développer quelque part ce projet, parce qu'il y a quand même toute une ambition derrière cet accord gouvernemental d'ici 29. Et puis commence bien sûr l'exécution de ce plan, parce qu'avoir un plan et une trajet, c'est bon. Maintenant, tout le monde au boulot pour le mettre en œuvre. Vous étiez chef de cabinet, vous avez été effectivement Sherpa dans des négociations, etc. Vous êtes devenu ministre en octobre dernier, et en fait, on a l'impression que vous aimez ça. D'ailleurs, vous avez déjà un peu marqué tout ça de votre empreinte. Vous vous sentez bien là-dedans ? Oui, en effet, non, je ne vais pas le cacher. C'est naturel. Mais écoute, vous avez oublié que j'étais aussi 12 ans directeur général de Bruxelles Fiscalité. Oui. Et en fait, il y a un fil rouge dans ma carrière, c'est que moi, j'ai toujours pris l'engagement, un engagement sociétal, un engagement pour faire fonctionner la société. Déjà, pendant mes études, j'étais actif dans la gouvernance de l'université, parce que je pense que c'est important que des gens s'engagent, mais quelque part, c'est un trait général au premier plan. Et le budget est un élément important pour ça. Voilà, être capable, être demandé de le faire comme ministre du budget, une matière que je maîtrise quand même un peu, oui, volontiers. Et à nouveau, j'ai toujours travaillé en équipe et j'essaie maintenant de le faire à nouveau avec des nouveaux collègues dans lesquels je vois qu'ils ont la même ambition que moi. Voilà. Votre parti a changé de nom, je l'ai dit, il s'appelait l'Open VLD, il s'appelle maintenant Anders. Anders, ça veut dire autrement en français. Est-ce que ça veut dire que quand j'ai lu le manifeste de fondation de Anders, enfin de refondation, il y avait un côté un peu libertarien. On va simplifier les choses, moins d'institutions, plus... Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous avez l'impression qu'un peu il faut simplifier tout aujourd'hui dans un monde qui est devenu trop compliqué? Ou bien je résume un peu mal? Non, mais il y a en effet cette côté de simplifier, surtout simplifier la vie des gens. Ouais. Notre approche est une dans laquelle on estime que
des gens, l'humain n'est pas un problème à résoudre. On doit surtout veiller que quelqu'un puisse se développer et que, comme dans l'organisation sociétale, on rend les choses le plus simple que possible pour que les gens puissent entreprendre. Libérés dans le bon sens du terme. Exactement, puissent entreprendre, pas uniquement entreprendre économiquement, aussi socialement, être capable d'attaquer leurs rêves, leurs défis. Et oui, je pense que on a oublié comme État que créer cette liberté de mouvement, d'espace, d'air, d'initiative est essentiel pour que tout le monde s'y retrouve et tout le monde, quelque part, puisse réaliser ses rêves. Signifie que oui, on pense qu'on doit dégraisser un peu l'État, on doit stimuler l'entrepreneuriat dans le broad sens du terme. Et ça, c'est notre approche, et ça, c'est fondamentalement une approche différente. Oui, C'est autrement. On veut aussi faire autrement. L'approche politique est aussi différente. Notre positionnement n'est plus en fonction de notre position au Parlement, majoritaire ou pas. Ou gauche-droite ou... Non, notre engagement, c'est chaque proposition, on va l'apprécier en fonction de leur mérite. Et si cette proposition a du sens, on va le supporter et on va le voter. Dirk De Smet, merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. C'est absolument passionnant. Il vous reste quoi là maintenant 3 ans 3 ans et demi à peu près. 1200 jours, je dis toujours. Voilà, donc on vous recevra avec plaisir pour faire l'état des lieux de tout ça. Merci à tous d'avoir suivi ce Trendstalk, important pour Bruxelles, avec enfin un gouvernement. Tout le monde est prêt, il n'y a plus qu'à travailler. Merci à vous, à bientôt. C'est tout pour aujourd'hui. Vous vous intéressez aussi à l'actualité boursière et au conseil des investisseurs. Alors retrouvez-nous également sur le canal Trends Bourse. À très bientôt, ici sur Trends Tendance et sur Trends Bourse.